Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, j'avais à cœur de tourner autour d'un sujet que j'ai beaucoup évoqué ces 15 derniers jours en séance et dans mes accompagnements. C'est vraiment un sujet qui revient très fréquemment et qui pour moi est source de beaucoup de frustration, je dirais, et même de souffrance. Pour moi, on est nombreux à faire une énorme confusion entre demander et quémander. Le fait de quémander, il y a quelque chose de péjoratif. Ça s'entend. Il y a une connotation un peu needy. Alors pour commencer par le commencement, je me suis dit que j'allais juste déjà regarder dans le dictionnaire et vous donner la définition de chacun des mots. Donc, demander, la définition, c'est faire connaître à quelqu'un ce qu'on désire obtenir de lui ou exprimer un souhait. Et donc, il y a vraiment la notion de faire connaître à quelqu'un ce qu'on a besoin, ce qu'on aimerait obtenir. C'est vraiment poser en fait un besoin. C'est faire connaître à quelqu'un. Quand il s'agit de quémander, la définition est demander humblement et avec insistance de l'argent, une faveur. Voilà les exemples qui sont donnés. Donc dans le fait de quémander, il y a vraiment une notion d'insistance, presque de prière. Il y a vraiment, j'aime bien qu'il donne l'exemple de l'argent et d'une faveur, parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de besoin. Quand on demande une faveur, c'est qu'on est vraiment dans le besoin. Ou quand on demande de l'argent, c'est qu'on est dans le besoin. Alors que... C'était quoi ce bruit ? J'ai des bruits comme ça mystérieux. Je ne sais pas si ça s'entendra dans le podcast, une espèce de clolung. Bref, je reprends ce que je disais. Donc, demander, c'est juste l'action de faire connaître à quelqu'un ce dont on a besoin ou ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors que quémander, c'est insister, même si c'est humblement, il y a quelque chose de l'ordre de l'insistance et de s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, il faut que tu fasses ça pour moi. Oh là là, il y a vraiment un côté de mendiant presque. Je vois vraiment cette idée-là, ou en tout cas, même si c'est pas la définition réelle, je vois à quel point dans la manière dont les gens que j'accompagne, en tout cas, je ne vais pas faire non plus une généralité, mais je pense que vous allez être nombreuses et nombreux à vous reconnaître dans ces mots. Parfois, on n'a pas envie d'avoir à demander, et déjà le mot demander véhicule cette espèce de connotation d'insistance et de faveur et de devoir supplier, de prier quelqu'un pour... Et on n'a pas envie d'être cette mendiant ou cette mendiante, pardon, ou ce mendiant. Mais ça peut être le mendiant de l'amour, le mendiant de l'attention, le mendiant du service rendu ou je sais pas quoi. Alors que la réalité, c'est que c'est bien... S'il y a bien deux mots différents, c'est que c'est bien deux choses différentes. Alors ok, parfois il y a des synonymes, mais pour moi, la langue française a beaucoup de nuances et de subtilités, et parfois les nuances sont faibles, mais pour moi, entre demander et quémander, il y a un monde, même si finalement, c'est le même acte de demander quelque chose à quelqu'un, mais ce qui, pour moi, l'énergie qui est derrière n'est pas du tout la même. Et j'aimerais réhabiliter le fait de s'autoriser et d'apprendre à demander de l'aide, demander du soutien, demander un conseil, de pouvoir demander. Et quand on demande, ça n'oblige pas l'autre à répondre à notre demande. Par contre, c'est notre responsabilité à chacun de nous, de poser une demande parce que ça sert à exprimer un besoin ou ce qu'on aimerait obtenir. Si la demande n'est pas posée clairement, il faut vraiment partir du principe que personne n'est dans ta tête. Et que même si la personne à qui tu aurais besoin de poser une demande
mais que tu veux pas le faire parce qu'il y a vraiment ce truc, moi j'entends des gens dire: «Mais je vais pas me rabaisser à aller quémander en fait. Moi j'ai pas à demander. Ça devrait m'arriver tout seul, ça devrait arriver tout seul parce que» roulement de tambour, «c'est évident». Donc on revient de nouveau encore et toujours sur cet enjeu d'évidence où les évidences, c'est vraiment un poison. Écoute-moi bien, toi là, derrière tes écouteurs, écoute-moi bien. Quand tu te surprends à être sur le point de dire que c'est évident et que donc tu vas pas le dire, rends-toi un grand service, dis-le. Je sais pas comment te le dire mieux. Dis-le. Plus ça a l'air évident, plus c'est important que tu le dises. Parce que ce qui est évident pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. On a chacun notre manière de voir, notre manière d'appréhender les choses. On a chacun notre vécu, chacun notre expérience, chacun nos valeurs, chacun nos prismes, chacun notre culture. On n'a pas la même manière de déduire les choses. D'où l'accord Toltec numéro, je sais plus combien, je sais pas s'ils sont numérotés d'ailleurs, mais bref, un des accords Toltec, ne fait pas de suppositions. Et qui va de pair avec ne prend rien personnellement. Parce que si la personne, du coup, ne répond pas à ta demande alors que tu l'as même pas formulée, parce que quand même c'est trop évident, tu vas prendre ça contre toi. Donc tu vas déjà faire une supposition qui savait forcément ce que tu voulais, donc la personne en face de toi savait forcément ce que tu voulais. Et ensuite, tu vas en déduire que vu que tu ne l'obtiens pas, forcément, c'est contre toi. Et là, ça commence à faire beaucoup. Ça fait 2 accords Toltec en un. Et là, ça va pas du tout. Donc l'idée, c'est de te rendre compte, en fait, de la souffrance. Alors, j'étais en train d'hésiter parce que c'est peut-être un peu fort, mais si quand même, ça peut vraiment être vexant, ça peut être frustrant. On peut avoir l'impression de ne pas être assez important, de ne pas compter. Et ça peut faire vraiment, ça peut toucher beaucoup, ça peut faire beaucoup de peine. La réalité, c'est que si on pose une demande, si on exprime un besoin, on s'expose finalement à la possibilité que la personne en face de nous dise non et ne prenne pas en charge notre besoin. Et ça pourrait être assez difficile à vivre. Alors, je dis pas que c'est conscient, hein, mais globalement, parfois, c'est un bon moyen de se protéger d'un refus. Au moins, on l'a pas dit, donc voilà, on prend pas le risque de se prendre un gros non. Je sais pas pourquoi là l'exemple qui me vient, qui n'a aucun rapport, mais enfin qui n'a aucun rapport, si quand même, mais ça me fait penser. J'ai cette image des collégiens ou des lycéens qui vont avoir un crush sur quelqu'un et qui vont pas aller oser demander est-ce que je te plais, est-ce que tu veux sortir avec moi, et parce qu'ils ont trop peur finalement de se prendre un non. Donc vaut mieux je sais pas moi, essayer de faire comprendre à l'autre en le regardant beaucoup, en la regardant beaucoup, en faisant des compliments, en étant serviable, en étant gentil, en étant je sais pas quoi, en essayant d'attirer l'attention, en se disant: «C'est évident que la personne va voir que je lui plais, qu'elle me plaît ou qu'il me plaît». Mais non, en fait, non. Mais le fait de pas oser aller demander, ça protège du non. Ça protège de la possibilité de poser sa demande et de se voir opposer un refus. Et on n'a pas envie, en fait, de se sentir rejeté, pas aimé, pas assez, etc., etc. Donc, ça marche pour toutes les demandes. Là, je trouvais que c'était assez parlant, le côté petit crush d'adolescent, mais même plus à l'âge adulte. Mais bon, bref, j'avais l'image des adolescents qui vont pas oser aller dire tu me plais, est-ce que tu veux sortir avec moi, et qui en fait vont se protéger comme ça. Et ben finalement, pour toutes les demandes, quelles qu'elles soient, de demander, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de demander à ses parents de l'aide pour s'occuper de ses enfants. Ça peut être demander effectivement de l'argent, un coup de main financier pour un projet quel qu'il soit, une formation, l'achat d'une voiture, d'une maison, ou je ne sais quoi, ou une problématique de travaux qui n'était pas prévue. Enfin bref, de demander du soutien financier, mais ça peut aussi être de demander un conseil, de pouvoir expliquer à un moment donné à quelqu'un ce qu'on traverse, et du coup d'exprimer, parce qu'on revient sur la définition première de demander, c'est exprimer un besoin. Donc si on n'exprime pas ce qu'on est en train de vivre et du coup quel est le besoin qui en découle, mais comment veux-tu que qui que ce soit en tienne compte ? C'est pas parce qu'on pose une demande que on va forcément nous dire oui. Par contre, il y a beaucoup plus de chances, tu en conviendras, d'obtenir un oui si tu as posé la question plutôt que si la question est restée dans ta tête en fait.
Donc l'idée, c'est de réussir à oser. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas? Ce qui fait qu'on n'ose pas, c'est que il y a beaucoup de peur. Alors selon chacun, ça va être encore une fois la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être assez, la peur d'être différent, la peur de... Enfin, il y a autant de peurs que de personnes, j'ai presque envie de te dire. Après, moi, typiquement, c'est le genre de truc, quand j'ai le thème sous le nez, je me dis, ok, donc la peur, c'est plutôt ça par ici. Mais peu importe qui est la précision astrologique ou pas, c'est aussi un peu conceptuel et on est tous un petit peu cortiqués pareil, même si c'est pas tout à fait les mêmes choses qui sont cachées derrière. Le fonctionnement global est le même. Il y a un truc que je remarque, c'est que souvent on me dit, quand j'accompagne les gens, au fil des séances à mes côtés, souvent il y a quelque chose qu'on me dit, c'est que euh, les personnes me disent s'être jamais, enfin rarement, voire jamais, senti aussi à l'aise avec quelqu'un, aussi compris avec quelqu'un qu'avec moi, euh, aussi libre d'être elle-même ou eux-mêmes que auprès de moi. Et bien que je sois évidemment une thérapeute extraordinaire et que je contribue, c'est une blague évidemment, même si je le fais avec tout mon cœur, je ne suis pas la meilleure thérapeute du monde, tout comme tous les thérapeutes du monde, on a chacun notre façon de faire qui va plaire ou qui va déplaire, et ce qui compte, c'est de le faire avec le cœur et en étant conscient de nos propres enjeux. Bref, parenthèse refermée. Donc, au-delà du fait que, oui, d'accord, je suis une bonne thérapeute et les gens se sentent bien avec moi parce que je sais pas, j'arrive à créer un espace où les gens se sentent en confiance, où il y a beaucoup de bienveillance, même si je botte aussi des fesses quand il y a besoin. Je suis aussi très bienveillante et je sais créer un cadre sécurisant et enveloppant où les gens se sentent contenus et se sentent suffisamment en sécurité pour déborder. Ça, ok, ça c'est ma part. Sauf que, pourquoi moi, j'ai cette capacité à donner aux gens ce qu'ils ont besoin pour se sentir vus, reconnus et aimés d'une certaine manière, comme un enfant qui a besoin d'être vu, reconnu et aimé. Pourquoi j'ai cette capacité-là? Peut-être que j'ai une capacité naturelle à le faire plus que certaines personnes, mais surtout, ce qui me permet de faire ça, c'est que les personnes me donnent de la matière pour ça. C'est-à-dire que moi, les gens qui viennent me voir et qui sont en séance avec moi, ils me racontent leur vie, ils me racontent leurs états d'âme, ils me racontent leur enfance, ils me racontent leur honte, ils me racontent tout. Et donc en fait, vu que moi, j'ai hyper conscience de l'intégralité du contexte qu'en général, ils n'ont jamais raconté à personne, ou en tout cas, peut-être que certaines personnes ont su telle anecdote et d'autres ont su ça, mais rarement il y a quelqu'un qui connaît toute l'histoire. Moi, je connais toute l'histoire. Donc forcément, quand la personne est avec moi, elle se sent complètement vue, entendue et comprise, mais aussi parce qu'elle m'a offert la possibilité de le faire. Donc l'idée, c'est pas qu'il faille se dévoiler et raconter toute sa life en détail à tous les gens qu'on croise, c'est pas ce que je veux dire. Comme toujours, c'est la dose qui fait le poison. L'idée, c'est de sentir la juste mesure. Moi, je fais partie des gens qui racontent facilement beaucoup de détails. Beaucoup trop. Petite parenthèse d'excuses pour tous les gens qui me connaissent et qui me côtoient et à qui je raconte mes histoires, parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai la capacité de résumer une heure en seulement 2h30. Oui, j'ai bien dit ça. J'ai la capacité de résumer une heure en à peine 2h30. Donc oui, le résumé est plus long que l'histoire en elle-même. Donc voilà, moi je fais partie des gens qui mettent beaucoup de contexte, beaucoup de détails, mais c'est pas une solution en soi. L'idée, c'est de pouvoir donner suffisamment de contexte pour expliquer ce qu'on est en train de traverser et de quoi on aurait besoin. C'est pas se justifier, c'est pas non plus se dévoiler complètement, c'est juste permettre à la personne qui est en face de nous, peu importe le contexte, de nous comprendre. Et selon le contexte, tu peux ajuster le degré de détail. Euh, Ça me fait penser à quelqu'un qui était complètement stressé à l'idée d'avoir un entretien qui était prévu la semaine suivante avec ses supérieurs, et qui, de par l'expérience précédente de boulot qui avait été vécue, était complètement en panique, en étant persuadé que ça allait mal se passer, qu'on allait encore lui reprocher plein de choses, et toutes les choses qui venaient alimenter
ce vide entre le moment où le rendez-vous avait été posé et les jours qui se sont écoulés avant que ça arrive pour de vrai, il y avait un espace de vide, et le vide est comblé par nos suppositions, par ce qui sort de nous, de notre expérience, de notre tête. Et ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont en face. Donc là, ce que j'ai conseillé à cette personne, c'est d'arriver à l'entretien en expliquant que, en s'asseyant et en disant: je préfère vous prévenir, je suis hyper stressée de cet entretien, parce que j'ai une expérience professionnelle précédente qui était compliquée, et je me rends compte que ça a laissé plus de traces que je croyais, et du coup, je suis extrêmement tendue, mais ça n'a rien à voir avec vous, et c'est juste que là, c'est compliqué pour moi. La personne me disait: «Mais je vais quand même pas arriver en disant ça». Bah si, en fait, parce que ça va se sentir que tu es hyper mal. On va voir que tu as les mains peut-être moites, que tu vas trembler, que ça va pas bien se passer, et cetera, et donc dans l'idée, ça va être compliqué de faire comme si tout allait bien. Mais du coup, en face, ils vont pas savoir pourquoi tu vas bien. Pourquoi tu vas pas bien, pourquoi tu es tendue comme ça. Ils vont peut-être se demander: «Bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que on nous cache quelque chose, sur, voilà, un dossier ou je sais pas quoi». Enfin bref, et donc ça va continuer à faire des suppositions sur des suppositions sur du vide qui est laissé de part et d'autre. Et au final, cette personne a réussi à arriver en disant: «Je suis désolée, je suis stressée, ça s'est mal passé précédemment dans mon boulot». Et là encore, j'avais dit: «Prends le degré de détail dont tu as besoin. T'es pas obligé de raconter ce qui s'est passé dans l'entreprise précédente, ou si tu sens que c'est important pour toi, raconte dans les grandes lignes ou dans les petites lignes ce qui s'est vraiment passé dans ton boulot précédent. Mais tu peux juste dire: j'ai une expérience précédente qui a été difficile. Du coup, ce genre d'entretien a été tellement mal vécu pour différentes raisons que, en fait, j'arrive dans des très mauvaises dispositions. En tout cas, en étant tendue, pas bien. Et je suis désolée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les deux responsables en face ont dit: «Oh merde, mais pourquoi tu nous l'as pas dit avant, en fait? T'aurais dû nous le dire, on t'aurait rassuré sur le contenu de cet entretien qui était pas du tout un entretien de reproche, même au contraire». Heu et ils ont même proposé en disant: «On aurait pu avancer le rendez-vous, ou en tout cas, si on n'avait pas pu l'avancer, on t'aurait au moins rassuré, t'aurais pas dû garder ça pour toi». Et donc dans l'idée, peut-être que c'était des supérieurs extraordinaires que tout le monde n'a pas, ça c'est possible aussi. Mais l'idée, c'est que la personne a offert la possibilité à ses supérieurs de prendre en compte son besoin, son contexte, et cette personne a pu, euh, quelquefois, la demande, elle est indirecte. En fait, en expliquant le contexte qui est le nôtre, c'est une façon indirecte de demander de l'indulgence, de demander de la compréhension. C'est ça aussi, hein. C'est ça la vraie communication. Souvent, on va vraiment avoir peur de demander, même de poser une question parce qu'on n'a pas compris. Ça a déjà dû t'arriver en réunion, ou je sais pas, quand tu étais étudiant, de: «Est-ce que quelqu'un a une question?» Puis en fait, tu as une question et tu pas du tout la poser. Déjà parce que tu peux avoir peur de prendre la parole en public, parce que tu as peur que ta question soit complètement con, qu'on se moque de toi, qu'on te juge ou te passer pour un idiot ou une idiote parce que t'as pas compris la question. Donc il y a tout plein de peurs comme ça qui se cachent derrière les demandes. Et pourtant, demander, c'est vraiment une grande, grande clé. C'est vraiment un super cadeau que tu peux te faire, qui est accessible, qui est à ta disposition, qui existe à l'intérieur de toi. Maintenant, ça demande suffisamment de sécurité intérieure pour oser le faire. Donc je te conseille de travailler à réguler ton système nerveux, comme je le dis de plus en plus souvent, ne serait-ce qu'en faisant de la cohérence cardiaque. Je te donne cet exemple-là parce que moi, c'est ça que je fais depuis le mois de septembre l'année dernière, et que je sens des effets absolument incroyables. Mais il y a aussi des pratiques plus courtes, parce que je fais 5 minutes de cohérence cardiaque, mais parfois, ne serait-ce que 3 grandes respirations, ou d'ouvrir grand la bouche, vraiment au-delà du petit cran de la mâchoire là qu'on sent, et d'ouvrir grand la bouche, et en fait de rester comme ça sans bouger avec la bouche grande ouverte, ça va déclencher un bâillement, et le bâillement régule le système nerveux. Donc plein de petites choses comme ça qui peuvent vraiment venir t'apporter de la sécurité intérieure et faire que poser une demande va devenir moins problématique. Et du coup, il faut vraiment arrêter de croire que l'autre, et peu importe qui est cet autre, euh, doit te connaître suffisamment pour comprendre de quoi tu as besoin, parce que quand même c'est trop évident. C'est de ta responsabilité de formuler une demande. Et c'est pas parce que toi tu fais partie de ces gens, peut-être, qui répondent aux demandes qui n'ont pas été formulées, qui font partie de ces gens qui comprennent ce que les autres veulent,
de quoi ils ont besoin avant même qu'ils aient demandé, que quand même la moindre des choses, c'est que toi aussi on te fasse la même chose. Mais peut-être que ce que tu vois pas, c'est que cette capacité que tu as à sentir de quoi l'autre a besoin, c'est pas que pour toi la personne est plus importante que l'inverse. C'est que peut-être, est-ce que tu t'es déjà dit que c'était peut-être une capacité, une qualité humaine, une compétence que tu as, que l'autre n'a pas en fait. Mais comme c'est toi, comme c'est évident, encore une fois, euh, quelque part, tu vas pas voir la valeur de ça, parce que oui, enfin bon, si moi j'arrive à savoir ce que tout le monde veut, c'est que tout le monde peut le faire. Non, en fait, pas toujours. C'est important de se souvenir de ça. C'est pas parce que toi tu sais faire sans qu'on ait besoin de te le formuler, qu'en fait tout le monde doit le faire. Et d'ailleurs, petit aparté, répondre à une demande non formulée, c'est pas forcément bénéfique. Il peut y avoir un petit côté un peu sauveur-sauveuse derrière ce comportement-là, qui va avoir besoin de se rendre indispensable à l'autre euh, pour se sentir bien. Alors encore une fois, on n'est pas sur des démarches conscientes, on n'est pas des Machiavel en puissance, mais il y a tous ces enjeux-là qui sont souvent cachés. Et c'est aussi à ça que ça sert de se faire accompagner, c'est de venir décortiquer, vraiment décortiquer le fonctionnement d'une demande. Je pense à un autre exemple, une cliente à moi qui, parce que comme beaucoup d'adultes avec des enfants, des boulots, voilà, des amis, un couple, etc. Voilà, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est pas si simple de se retrouver à deux, surtout quand on est parent, quand tout le monde bosse et que ça court de partout. Et pour elle, comme ce sont des moments euh, exceptionnels, relativement rares, alors ça doit être un moment exceptionnel qu'on a prévu, qu'on a anticipé. Et si on ne prévoit pas et qu'on n'anticipe pas, c'est la preuve irréfutable, bon j'exagère un petit peu, mais c'est la preuve irréfutable qu'en fait c'est pas important et qu'on s'en fout. Mais parce que pour elle, comme c'est un moment exceptionnel, il faut que la préparation, entre guillemets, et que ce qu'on va vivre ce jour-là ait été réfléchi et sorte aussi un petit peu de l'ordinaire. Alors que sa moitié en face, manifestement, n'est pas du genre déjà à anticiper pour plein de choses. Et à partir du moment où l'autre personne sait qu'en fait, à telle date, on va se retrouver, et en fait, peu importe, on pourrait se retrouver à manger un casse-dalle acheté à l'arrache juste avant que la boulangerie ferme et à finir les fesses dans le sable à regarder le coucher de soleil sur une plage en n'ayant rien du tout prévu. En fait, on s'en fout. On s'en fout. Parce que ce qui compte, c'est d'être ensemble. Ce qu'on fera, on verra bien à partir du moment où on est ensemble. Et en fait, les deux, je ne sais pas si tu as senti, mais les deux ont tellement de sens. Les deux sont tellement beaux, en fait, d'avoir envie de rendre encore plus hors du commun un moment qui est trop rare et de s'en foutre royalement de ce qu'on va faire parce que c'est juste de savoir qu'on va se retrouver ensemble ce jour-là. Et il y a deux visions du monde qui s'opposent. Et si elle n'explique pas pourquoi c'est si important pour elle que ce soit prévu à l'avance, à part donner l'impression de dire oui, de toute façon, c'est toujours moi qui prévois tout, j'en ai marre, machin, l'idée c'est de prendre la responsabilité de poser la demande. Et poser la demande, c'est, je le rappelle, exprimer un besoin, exprimer un contexte. Et donc exprimer que pour elle, le fait que l'autre s'y prenne à l'avance, pour elle, c'est une preuve de sa compte. Et que du coup, elle a toujours l'impression de ne pas compter assez. Mais ça, quand on le pose, il y a la peur que l'autre nous dise « ouais, en fait, je m'en fous ». Il y a une peur comme ça un peu derrière. Alors que l'idée, c'est peut-être que sa moitié en face lui dira ah bon, mais tu penses ça? Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, tu t'es tendu quand... je suis désolée parce qu'en fait, je savais pas, mais parce qu'en fait, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous tant qu'on est ensemble. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc, si pour elle, ça reste important que ce soit vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire, alors, soit elle demande clairement, genre, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien, parce que c'est important pour moi, prévoir quelque chose que tu aurais envie, mais que ce soit toi qui prévois, ou de le faire elle-même, mais par choix, pas parce que, de toute façon, c'est toujours moi qui me tape tout. C'est pas la même vibration, encore une fois. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à poser une demande et de bien faire la différence entre demander et quémander. C'est pas parce qu'on demande quelque chose, de un, que l'autre est obligé
de répondre à cette demande. Et de deux, c'est pas parce qu'on demande qu'on est un mendiant ou qu'on est un incapable, parce qu'il y a aussi ça. Je pense à une autre de mes clientes qui, elle, non seulement elle ne demande pas, mais encore en plus, peut-être que ça te parlera aussi, elle refuse quand on lui propose. C'est-à-dire que demander déjà, c'est énorme, mais recevoir, c'est déjà compliqué. Donc t'imagines bien que demander, là, c'est carrément de la science-fiction pour elle à aujourd'hui. Donc déjà, demande-toi, est-ce que déjà tu sais recevoir? Est-ce que quand on te propose d'aller boire un café et qu'on te dit c'est moi qui te l'offre, est-ce que tu es en PLS? Est-ce que tu es en train de te battre pour 1,30 € de café en mode non, c'est moi qui paye, non, c'est moi qui paye, ah non, mais t'inquiète pas, bon, bah la prochaine fois, c'est moi. Est-ce que tu es déjà en train de batailler parce que tu n'arrives même pas à recevoir 1,30 €? Bah, si c'est le cas, dis-toi que tu as un petit problème pour recevoir et que donc forcément, tu dois avoir une problématique autour du fait de demander. Comme si, à partir du moment où on a formulé une demande, l'autre était obligé d'y répondre et qu'en fait, on piégeait l'autre ou que l'autre allait se sentir obligé. N'oublie jamais, encore une de mes phrases toutes faites, les gens en face de toi sont des grands garçons et des grandes filles. Sauf si c'est des enfants. Mais si c'est des adultes, c'est des grands garçons et des grandes filles. Chacun est responsable de dire bah écoute, là, ça m'arrange pas, non, je suis désolée. Ou de dire oui alors que ça les arrange pas, mais ça, c'est pas ta problématique. Et ça, je le vois beaucoup avec le WhatsApp. Dans mon accompagnement, il y a un WhatsApp qui est ouvert et qui est disponible pour pouvoir demander un conseil, un soutien, une écoute, de l'aide. Et je vois en fait tout le levier thérapeutique de cet espace de WhatsApp, alors que moi, je l'avais imaginé, et c'est ce qui se passe aussi, hein, mais pour moi, j'avais imaginé ça pour qu'on puisse discuter et qu'on perde moins le fil entre deux rendez-vous. Parce que parfois, en 3 semaines, il se passe plein de choses. Et parfois, c'est là, maintenant, tout de suite, qu'il y a une problématique précise, qu'on a reçu un message qu'on ne sait même pas comment interpréter ni comment répondre, et c'est pas dans 3 semaines. Et donc, c'est beaucoup pour ça, et je vois bien à quel point c'est précieux dans le cheminement de chacun. Mais il y a quelque chose que j'avais pas soupçonné qui s'est matérialisé, c'est qu'il y a un autre énorme levier derrière ce WhatsApp qui est inclus dans l'accompagnement. Donc d'une certaine manière, j'ai envie de dire, la personne, elle paye pour ça, entre autres, pas que, mais elle paye pour ça. Euh, je donne le cadre, c'est-à-dire que je dis, tu peux envoyer des messages à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Moi, je gère le fait de couper mon téléphone, de répondre quand c'est OK pour moi et de ne pas me sentir obligée de répondre sous prétexte que j'ai vu un message un samedi soir à 23 h. Ça, c'est à moi de le gérer. Sauf que l'immense majorité, franchement, est 98%, je pense, des personnes que j'accompagne n'ose pas beaucoup, en tout cas au début, utiliser cet espace de WhatsApp. Pourquoi? Parce que je veux pas te déranger. Et si toutes tes clientes font pareil, comment tu vas t'en sortir? Et puis quand même, tu es en week-end. Et puis peut-être que tu n'avais pas coupé ton portable, j'avais peur de te réveiller, etc., etc. Donc en fait, là, les personnes pensent à ma place, font pour moi au lieu de faire pour elles. Sachant que j'ai déroulé le tapis rouge. C'est-à-dire que j'ai dit, c'est ouvert, tu peux faire ce que tu veux, tu mets des messages aussi longs que tu veux, parce que je suis une adepte des vocaux et des longs vocaux, donc moi on peut me laisser un vocal de 20 minutes, ça me fait pas peur. Il faut juste pas avoir peur de se prendre une réponse de 20 minutes en retour. Mais voilà, je pose le cadre qui est le mien, il est ni bien ni mal, c'est juste je pose mon cadre. Et malgré le cadre posé, le fait que la personne s'est offert cet espace-là, entre autres, ça reste compliqué à utiliser. Donc, transpose ça à ta vie réelle où on ne vient pas te dire alors là, tu peux m'envoyer des messages, là, tu peux pas, là, t'inquiète pas, ça me dérangera pas, blabli, blabla. T'imagines bien à quel point c'est encore plus compliqué. Et donc, rien que l'apprentissage et l'expérimentation d'apprendre à utiliser ce WhatsApp sans se poser de questions, eh ben, ça aide après à venir poser des demandes dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Donc dans l'idée, il y a plein de ramifications, je pourrais encore parler pendant 1 heure de cette histoire de demander et de quémander. Mais vraiment, si tu pouvais terminer cet épisode en gardant dans un coin de ta tête euh, cette réflexion autour de est-ce que je sais recevoir et est-ce que tu peux recevoir, je te donne un défi dans la semaine qui va suivre le moment où tu écoutes ce podcast, d'accepter de recevoir un compliment, un cadeau, un café, juste de recevoir, pas tout de suite en minimisant ou en disant oh mais ça c'est rien, c'est un vieux truc, oh non mais t'inquiète, je te paye, je t'offrirai un truc la prochaine fois, juste de dire merci en fait, juste de recevoir et de dire oh merci, merci, bah, c'est hyper important. Et ensuite, essaye de trouver peut-être un truc un peu anodin du quotidien parce que la mécanique est la même et que c'est quand même moins lourd, essaye de trouver
un moment où tu vas oser demander quelque chose, oser exprimer un besoin que tu ressens. Tu vois, je sais pas, je pense à un truc con, mon mari, il marche beaucoup trop vite et quand on va se balader, en fait, il marche vite et donc en fait, au début, je marche à son rythme et puis en fait, au bout d'un moment, je ralentis un peu et en fait, des fois, il continue un peu devant ou je recommence à accélérer et des fois, je finis par lui dire: «Hé, est-ce qu'on peut, ralentir? Il y a pas un train à prendre là?» Il me fait: «Ah oui, merde, pardon, je marche vite». Ouh et ben j'ai demandé en fait à ce qu'il ralentisse. Il y a des jours où il me dit: «Oh la merde, moi marcher à 2 à l'heure là, c'est bon, on est en train de faire les courses, on va pas tergiverser, reste à la traîne si tu veux, mais moi j'avance». Et bah, pas de problème et parfois il ralentit et il se met à mon rythme et puis parfois c'est moi qui me mets à son rythme. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir s'autoriser à demander. Bon, je suis déjà à 30 minutes, je vais juste faire un tout petit, aparté sur les cartes que j'ai tiré. Donc, j'ai tiré la carte de la spiritualité avec le message «Je m'ouvre à des dimensions d'amour infini» et l'impératrice. L'impératrice qui est une arcane très forte du tarot et donc c'est une femme enceinte qui est représentée et elle est enceinte du monde. Et en fait, moi, ce que je vois entre la dimension d'amour infini et cette femme qui est enceinte du monde, c'est que souvent, quand on est enceinte, quand on a un bébé qui grandit dans notre ventre, l'idée quand même, c'est le fruit de l'amour. Alors je sais que c'est pas toujours le cas selon les histoires, mais disons que dans l'image, c'est quand même le fruit de l'amour. Et en fait, c'est avec tout cet amour infini, qu'est-ce qu'on est capable de faire germer, qu'est-ce qu'on est capable de créer. Et finalement, pour moi, notre bien-être, notre équilibre, il passe par le fait de reprendre notre responsabilité dans les choses qui comptent pour nous, de savoir se remettre en priorité, de savoir poser des demandes. Et de ça, en fait, va vraiment c'est vraiment des graines et c'est vraiment comme si on pouvait faire germer à l'intérieur de nous tout le potentiel pour construire des relations qui sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus belles, beaucoup plus riches, beaucoup plus douces parce qu'en fait on va pas être en train de se sacrifier pour l'autre avec l'espoir secret que l'autre finira par faire pareil pour nous. Non, des choses qui sont beaucoup plus simples parce qu'elles sont dites. Mais je suis bien consciente que ce qui est simple est compliqué. Ce qui est simple est difficile. J'ai pas dit facile. Ce qui est simple, c'est pas facile souvent. C'est difficile. Mais en général, c'est quand même tout simple. Donc, je te souhaite de t'interroger sur ta manière de demander, sur l'image que tu as du fait de demander. Est-ce que tu as l'impression de quémander? Est-ce que tu as l'impression d'être un mendiant ou une mendiante? Est-ce que tu sais recevoir? Pose-toi toutes ces questions et j'espère que ça contribuera à te faire voir les choses un peu différemment et que tu puisses te surprendre à agir un petit peu différemment parce que ton regard aura commencé à bouger. Si tu as envie de me partager les questionnements qui sont les tiens autour de ces notions-là, je t'invite à venir me contacter sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume. On en discutera avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode. En tout cas, je te remercie de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.